Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mercredi 28 février. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous reviendrons sur la cérémonie sportive des Laureus World Sports Awards qui viennent de se dérouler. La 15e édition du Monte Carlo Film Festival de la comédie Basson-Plein au Grimaldi Forum. Nous retournerons au Sénégal pour découvrir les actions menées par la coopération internationale, notamment dans un centre d'accueil d'enfants et adolescents des rues. Et enfin, notre invité du mercredi, Frédéric Laurent, le réalisateur du documentaire Monaco et la guerre. Mais avant de développer ces titres, une information de dernière minute. Suite à la lettre ouverte de Maître Dupond-Moretti, conseil de l'entreprise Satri, dans laquelle il regrette la prise de décision rapide du gouvernement dans le dossier des Jardins d'Apolline, le ministre d'État a publié un communiqué. Il s'étonne de voir que l'entreprise Satri puisse remettre en question une décision du gouvernement concernant une propriété exclusive de l'État. Cette décision, dit-il, vise à répondre à une situation exceptionnelle et sans précédent à Monaco, des Monégasques gravement impactés dans leur vie quotidienne par une succession de sinistres qui affectent leur logement. Ceci, toujours selon le ministre d'État, ne se limite pas aux seuls dommages dont il est fait état par l'entreprise. Il rappelle que contrairement aux allégations contenues dans la lettre de Maître Dupond-Moretti, les procédures judiciaires ne sont pas compromises par le début des travaux et que rien n'empêchera la justice d'établir les responsabilités de chacun. Le ministre d'État, qui une semaine après l'investiture du président du Conseil national, a été reçu ce mercredi matin par Stéphane Valéry, qui lui a fait visiter les locaux du Conseil national. Les deux hommes se sont ensuite entretenus. Le tennis a dominé les récompenses du Laureus Award qui s'est déroulé dans la salle des étoiles du Sporting. Serena Williams a été élue meilleure sportive de l'année 2017. Chez les hommes, c'est Roger Federer qui a été récompensé. Le nouveau numéro 1 a par ailleurs reçu le prix du comeback. Reportage de Dominique Poulain, Serge Prémont et Louis Desmoneghetti. Tapis rouge, tenue de soirée avec, pour les sportifs, un dress code original. Costume, cravate et basket aux pieds. Et une très forte densité de champions au mètre carré, comme les footballeurs Ruud Gullit et Radamel Falcao, la tenniswoman Monica Seles, le boxeur Marvin Hagler, le sprinter Michael Johnson ou encore le pilote moto Giacomo Agostini. Voilà la recette gagnante des Laureus Awards qui récompense depuis l'an 2000 les athlètes de 55 disciplines différentes qui se sont illustrés au cours de l'année 2017. Il y a tellement de sport et de tellement de belles victoires, de belles choses que voilà, on peut pas dire qu'une chose. Après nous, en tant que footballeurs, on va dire la finale de Ligue des Champions ou le championnat. Mais quand il y a d'autres sports comme ça, bon, des fois il y a des victoires qui sont encore plus belles et donc on est admiratif. Aux côtés du prince Albert et de la princesse Charlène, ce sont les plus grands athlètes de la planète qui foulent le tapis rouge qui mène à la salle des étoiles où sont décernés les awards. Dans les différents sports, il y a toujours un grand sportif. Certaines de leurs performances sortent de l'ordinaire, que ce soit Cristiano Ronaldo, Sergio Garcia, Federer ou Hamilton. C'est très difficile de n'en sortir qu'un. Chacun mérite de ramener le prix à la maison. Hello, konnichiwa, guten tag, bonjour, ciao. La cérémonie est présentée par l'acteur Benedict Cumberbatch. Mais la star de la soirée est Roger Federer, qui reçoit le trophée du sportif de l'année 2017, saison au cours de laquelle il a empoché pour la 5e fois l'Open d'Australie et pour la 7e fois Wimbledon. Un peu plus tard, le Suisse remporte un autre award dans la catégorie Retour de l'année. À 36 ans, il est redevenu numéro 1 mondial. C'est le plus vieux numéro 1 de l'histoire du tennis. Je pense que c'est vraiment incroyable ce qu'est parvenu à réaliser Roger et ce qu'il continue à faire. Il est une inspiration parce que ce qu'il est capable de faire à son âge, au plus haut niveau, ses capacités mentales sont très élevées. Il montre qu'il a encore envie de jouer au tennis et c'est d'ailleurs agréable de le regarder pratiquer son jeu. Avec 6 trophées, Roger Federer devient le sportif le plus distingué au Laureus. Chez les femmes, c'est Serena Williams qui est récompensée, mais l'américaine n'a pas fait de déplacement à Monaco pour récupérer son trophée. Un Français est distingué lors de cette soirée. Il s'agit d'Armel Lecléache, vainqueur du Vendée Globe l'an passé et détenteur du record du Tour du monde en course. Il l'emporte dans la catégorie action. Sur scène, le skipper évoque 2 de ses rêves dans sa carrière sportive. Le premier était de gagner le Vendée Globe, le deuxième était de rencontrer Federer.
Ses rêves sont donc devenus réalité. Dans cette période de fin d'hiver et sous le froid, il est bon de rire parfois et c'est ce que propose la 15e édition du Monte Carlo Film Festival de la Comédie jusqu'à samedi. Une conférence de presse a eu lieu à l'hôtel Fairmont et nous y étions. La 15e édition déjà du Monte Carlo Film Festival de la Comédie se déroule en ce moment au Grimaldi Forum. Cette édition a été présentée à la presse en présence notamment du président du festival, Ezio Greggio, et du président du jury, un monument du cinéma, le réalisateur Claude Lelouch. Le cinéma est toujours ma distraction préférée. À chaque fois qu'on me propose de voir des films, c'est rare que je dise non, car je prends beaucoup de plaisir et j'apprends beaucoup de choses à voir les films des autres. Voilà, donc je soutiens systématiquement tous les festivals de cinéma, car ce sont ces festivals de cinéma, tous ces festivals de cinéma qui font aimer le cinéma. Donc quand un festival de cinéma est réussi, en général, ça permet de trouver, de fédérer de nouveaux spectateurs pour aller voir les films là où il faut les voir, dans une grande salle, sur un grand écran. La 15e édition, quelques chiffres, 11 films projetés, 8 en compétition, 3 hors compétition, ce qui représente 9 avant-premières françaises et 2 avant-premières mondiales. On a vu quelque chose comme 400 films dans les dernières années pour choisir le gros final des films qu'on va présenter. Ce sont des films qui arrivent des États-Unis, du Brésil, Ukraine, France, Italie, Espagne, Grande-Bretagne. Il y a vraiment une variété de la Chine, une variété incroyable de films et toutes les nuances de la comédie sont représentées cette année chez nous. Des thèmes totalement différents, sur par exemple le plus mauvais réalisateur du monde, sur la filiation, les mésaventures d'un corps dans un cercueil, la réussite ou encore la rédemption. Seul point commun, la comédie, avec des acteurs de renom tels que James Franco, Ben Stiller, Forest Whitaker ou Eric Elmosnino. Les projections se déroulent toute cette semaine au Grimaldi Forum avec la remise des prix ce samedi à partir de 18h. Nous évoquions dans une précédente édition l'un des projets phares de la direction de la coopération internationale de Monaco sur la lutte contre une maladie méconnue, la drépanocytose, suite aujourd'hui de notre série consacrée au projet de la coopération menée au Sénégal. Nous allons nous rendre dans un centre d'accueil d'enfants et adolescents des rues. Reportage de Patricia Navarro et Sylvain Péroumal. C'est dans l'un des quartiers les plus défavorisés de la capitale sénégalaise, derrière cette grande façade décorée, que se cache un véritable petit havre de paix pour l'enfance des rues. Il y aurait aujourd'hui au Sénégal environ 100 000 enfants contraints quotidiennement à la mendicité forcée. Ils seraient pour une grande partie sous la tutelle de maîtres coraniques. Le gouvernement du pays s'est saisi du problème en lançant un vaste programme destiné à sortir tous ces enfants des rues. Mais pour cela, il a fallu trouver des solutions d'accueil. La principauté de Monaco, par le biais de sa direction de la coopération, a décidé de soutenir cette initiative et travaille conjointement sur place avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui veille à offrir une meilleure assistance aux victimes de la traite dans toute l'Afrique de l'Ouest. Il y a plusieurs enfants effectivement qui sont au Sénégal dans les rues, qu'on appelle les enfants talibés. Ces enfants-là, beaucoup d'entre eux ont été envoyés par leurs parents pour apprendre le Coran. Donc à la base, ils devaient apprendre le Coran, apprendre l'islam. Mais malheureusement, certains d'entre eux, pour ne pas dire la plupart d'entre eux, sont livrés à la mendicité, qui faisait partie d'une tradition très ancienne de socialisation, de formation à l'humilité, mais malheureusement qui a été dévoyée, et maintenant qui fait que ces enfants sont purement et simplement exploités économiquement. Le bâtiment qui abrite l'Empire des enfants est un ancien cinéma. Ce refuge d'urgence, soutenu par l'ONUDC, accueille des enfants qui viennent spontanément ou sont amenés par la police. Il fait figure de modèle. Depuis son ouverture, plus de 2500 enfants en situation de vulnérabilité y ont été pris en charge. Tout au long de la journée, des activités leur sont proposées. Certains même sont scolarisés. Et le soir venu, ils peuvent y dormir en toute sécurité. Ils vivent ici, donc ils se réveillent, prennent leur petit déjeuner, font leurs prières et
font des activités pédagogiques, c'est-à-dire tous les matins, ils font soit de l'alphabétisation, ou bien ils apprennent le Coran, ou bien ils font de l'art, de la musique, en tout cas des activités qui les aident à s'initier en fait à des choses qui pourront leur servir après. On a une infirmerie, on a des éducateurs spécialisés, on a un psychologue, on a un personnel technique qui s'occupe de l'environnement, du bien-être de ces enfants-là. Donc c'est quelque chose qui vient renforcer tout ce travail-là. C'est une grande chance, je peux te dire. Je suis là pour mes études, ce qui me laisse ici et ce que je dois faire pendant la durée que je suis ici. Et après ça, je dois rentrer chez moi ou bien je fais autre chose. Ici, c'est comme une famille. Il y a les tontons, les tatas et tout le monde. Et il y a la grand-mère, Madame Antambo, qui est là, qui nous soutient, qui est notre grand-mère. Le partenariat entre la coopération monégasque et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, initié en 2011 au Sénégal, a également permis la formation de magistrats et de policiers en charge de dossiers et d'enquêtes liés à la traite des personnes. Il se prolongera sur la période allant de 2018 à 2020. Et notre invité du mercredi, aujourd'hui, Frédéric Laurent, bonjour. On va parler avec vous de la Seconde Guerre mondiale, particulièrement à Monaco, parce que vous avez réalisé un documentaire de 96 minutes, Monaco et la guerre. Je vais tout simplement, en premier lieu, vous laisser résumer ce documentaire. Enfin, on se posait une question, c'était celle-ci. Est-ce qu'on peut imaginer que Monaco a connu la guerre ? Et l'idée, c'était d'y répondre. Effectivement, la principauté a connu la guerre, et plus particulièrement la Seconde Guerre mondiale. Donc le documentaire traite essentiellement de la Seconde Guerre mondiale, mais il y a un rappel de la Première. D'abord, parce que je pense que les liens entre ces deux guerres sont très importants, et le poids de la Première sur la Seconde aussi. Donc c'était difficile de parler de la Seconde sans parler de la Première Guerre mondiale aussi. Mais c'est vrai que l'ensemble du film est plutôt sur la Seconde Guerre mondiale, et il couvre la Seconde Guerre mondiale. Voilà, exactement, sur la suite aussi. Voilà. Ce film sera donc projeté ici au Théâtre Princesse Grace jeudi soir. C'est une projection privée sur invitation. Le Prince aura l'occasion également de découvrir ce documentaire. On y voit son arrière-grand-père, le prince Louis II, son père, le prince Régnier, sa tante, la princesse Antoinette, et le rôle précis qu'ils avaient et ce qu'ils faisaient pendant cette période-là. Le prince Louis II et le prince régnant durant la guerre. Et c'est vrai que c'est le gouvernement de l'époque qui est dirigé par des hauts fonctionnaires français très largement pétinistes qui dirigent en fait le pays. Donc c'est vrai qu'il est un peu en retrait de la direction du pays, le prince Louis II. En revanche, le prince Régnier et la princesse Antoinette, eux, sont très jeunes et sont assez actifs au regard de la population. C'est vrai qu'ils jouent un rôle, surtout dans les derniers mois de la guerre, qui sont les mois les plus durs pour les gens qui vivent en principauté, et où, effectivement, surtout la princesse Antoinette joue un rôle très important pour essayer d'améliorer un peu le quotidien à la fois des Monégasques et des gens qui vivent en principauté. Et le prince Régnier est également présent à ce moment-là. Et puis après, à la libération de la principauté, le prince Régnier va rejoindre les forces françaises, non pas libres, puisqu'elles sont à ce moment-là sur le territoire français. Il rejoint, je crois, la première armée et il va terminer la guerre et rester d'ailleurs encore des mois au sein de l'armée française, puisque je crois qu'il quitte l'armée française seulement au début du mois de janvier 1947. Une question toute bête, qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser ce documentaire ? Écoutez, moi je suis né ici, ma famille est là depuis la fin du 19e siècle. Et c'est vrai que quand j'étais enfant, moi je suis né juste au lendemain de la guerre, quand j'étais enfant, la guerre était quand même très présente dans la mémoire de mes parents, parce que imaginez quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans, vous vous en souvenez. Bon. Donc la guerre était présente, et donc c'est vrai que j'avais, moi, dans ma mémoire, des éléments de ce qu'était la guerre. Alors après, comme journaliste ou comme écrivain, la guerre m'a toujours intéressé. J'ai fait des travaux, comment on pourrait dire, éditoriaux sur la guerre. C'est un travail de titan, parce que ça a duré 4 ans, je crois, le tournage. Il y a eu près de 50 témoignages. Alors, on avait commencé à tourner il y a presque 5 ans, 4 ans et demi.
la majorité des tournages avaient été faits il y a 3-4 ans. Heureusement, parce que malheureusement... Des personnes sont décédées entre-temps, effectivement. On voit des témoignages de personnes que l'on connaît bien. On se dit, elle a témoigné dans ce film. Donc, c'est vrai que si on avait pu faire ce film-là il y a 20 ans, on aurait eu beaucoup plus de témoins. Mais ce n'est pas sûr que ces témoins auraient parlé aussi facilement. Oui, que les témoignages auraient été les mêmes. Voilà. Moi, j'ai compris quelque chose, c'est que faisant des films sur l'histoire, etc., le changement de siècle était un changement psychologique. Des gens qui ne me parlaient pas en 98 me parlaient tout d'un coup en 2002. Parce que c'était au siècle dernier. C'est un truc psychologique. Le film a été projeté au corps professoral, en principauté, parce que l'objectif, ce serait peut-être effectivement que les élèves aussi le découvrent. Quelle a été la réaction des professeurs en voyant ce documentaire? Il y avait un certain nombre de professeurs. Je pense qu'ils ont tous très très bien réagi. La réaction était... Je pense qu'enfin tous étaient tout à fait très satisfaits et pensaient qu'effectivement, ça pouvait, pour ceux avec lesquels j'ai parlé, c'était un documentaire qui pouvait être diffusé à des enfants qui sont en classe de 4e ou de 3e. Lorsque vous avez réalisé ce documentaire, c'est-à-dire sur les 4 ans, 5 ans de réalisation, parce que nous, téléspectateurs, on apprend beaucoup de choses, vous avez aussi appris des choses, notamment peut-être le manque d'alimentation, la faim que ressentaient les Monégasques, ça vous le saviez? Ça je le savais, c'est la première chose que ma mère m'a dit. Que j'ai découvert. C'est la première chose que ma mère m'a dit, quand je ne voulais pas manger ma soupe, que j'étais petit, elle me disait, nous on n'avait pas à manger. Alors, Et qu'est-ce que vous avez appris sinon en réalisant ça? J'ai sûrement appris des choses au niveau anecdotique. Mais globalement, effectivement, je savais... alors oui, mais je savais d'une certaine manière, mais ça a renforcé ma conviction, c'est que finalement, les gens en principauté ont ressenti l'occupation italienne plus durement que l'occupation allemande. C'est ce qu'on voit dans le documentaire, voilà, effectivement. Voilà. Et ça, c'est étonnant. On imagine, face à l'âge que j'ai, en n'ayant pas vécu du tout cette période de l'histoire, on n'imagine pas oui, parce que, ce phénomène-là. On sait ce qu'a été l'occupation allemande un peu partout. Oui, bon, elle n'a pas été tendre, l'occupation allemande à Monaco. Alors que l'occupation italienne, elle était plus dure. Alors que l'occupation italienne, en tout cas, elle a été ressentie beaucoup plus durement par la population de la principauté et par les Monégasques en particulier. Dernière question, qu'est-ce que vous aimeriez que les téléspectateurs, que les spectateurs, là, lors de cette projection, retiennent de ce documentaire? Alors, demain, les spectateurs, il y aura beaucoup de gens qui sont les témoins, les familles des témoins. Alors, j'espère que les témoins, c'est important leur jugement, parce que c'est quand même eux qui parlent. Je crois qu'on a essayé d'être au plus près de leurs paroles. D'ailleurs, ce film, il est construit presque essentiellement sur les témoignages. Eux, je pense qu'ils n'apprendront pas grand-chose. Mais les autres, j'espère que ça répondra effectivement à un questionnement qui est le début du film. Est-ce qu'on peut imaginer que Monaco a connu la guerre? Parce que c'est vrai, l'image de la principauté, qui ne participe elle pas. Elle est neutre, elle est prospère, c'est le pays du bonheur, etc. Bon. Oui, sauf que dans la période de la guerre, ce n'était pas le cas. Ça a été très dur. La principauté a vraiment souffert. Et je pense que certains l'expriment de manière très, très claire. Je pense qu'au niveau de la faim, je crois qu'on a eu sans doute plus faim à Monaco qu'à Nice. Parce que le ravitaillement n'arrivait pas jusqu'ici. Pas de champs, pas rien planté. On peut toujours aller prendre un bout de terrain sur l'eau c'est de la rocaille. Hein. D'ailleurs, j'avais un témoignage que je n'ai pas mis, qui m'avait acheté un bout de terrain pour pouvoir cultiver. Ils n'ont jamais rien pu cultiver parce que c'était que de la rocaille. Frédéric Laurent, merci infiniment. Sachez, et on vous en remercie, que le documentaire Monaco et la guerre sera diffusé sur notre chaîne au printemps, dans la période du printemps. On se quitte avec la météo et la suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir. Froid toujours à l'horizon pour la météo de ces prochains jours. Jeudi, pluie attendue tout au long de la journée. Le thermomètre affichera 2 degrés au lever du jour et 8 degrés dans l'après-midi.
La pluie toujours au rendez-vous pour cette fin de semaine, ainsi que pour débuter la semaine prochaine. À partir de vendredi, hausse progressive des températures. Il fera 7 degrés au lever du jour et jusqu'à 15 degrés mardi après-midi.